de développer. L'idée principale, c'est de dire que l'extrême gauche qu'on présente habituellement, ordinairement, comme le principal mouvement d'opposition à la domination capitaliste, j'essaye de montrer qu'en réalité, cette extrême gauche entretient des relations pour le moins étroites avec ce qu'elle prétend combattre, que je symbolise donc à travers cette conférence par Laurence Parisot, ancienne présidente du MEDEF, c'est-à-dire la patronne des patrons. L'idée, c'est de mettre en avant que l'extrême gauche concilie dans son discours deux dimensions qui me semblent incompatibles, et qui semblent d'ailleurs à d'autres auteurs pour le moins incompatibles. On va y revenir. Cette incompatibilité, je la situe dans la coexistence chez l'extrême gauche de deux discours. Un discours économique anticapitaliste, antipatronal, anti-mondialisation économique, et parallèlement, un discours culturel qu'on peut qualifier de libertaire, c'est-à-dire de libéral sur le plan des mœurs. L'extension des droits individuels, la reconnaissance des minorités, l'abolition des frontières, etc., etc. Bref, ce qu'on constate, c'est dans ce discours la coprésence de deux dimensions qui s'opposent, à savoir un antilibéralisme économique, un anticapitalisme donc, et un libéralisme culturel, ce qu'on appelle le libertarisme. Ce discours est parfaitement compatible avec les thèses du patronat libéral, représenté par Laurence Parisot, à savoir que pour cette frange de l'idéologie politique constitue habituellement à droite, eh bien l'immigration représente par exemple une formidable armée de réserve du capitalisme, comme le disait déjà Marx. La libéralisation des mœurs permet également d'entretenir la représentation de l'homme comme d'un être fondamentalement mu par son désir individuel, par son désir privé. Et finalement, tout le discours libertaire de l'extrême gauche est aujourd'hui l'objet d'une récupération par le marché qui, par l'idéologie du désir, du droit privé et de la liberté individuelle, peut faire passer l'acte de consommation comme l'acte de libération ultime. Donc je pense qu'il faudra un petit peu développer cet aspect, mais c'est pour montrer, pour insister sur cette connivence objective entre le discours culturel de l'extrême gauche et le discours économique de ce qu'on appelle la droite. Maintenant, pour bien comprendre cette alliance objective entre le libéralisme culturel et le libéralisme économique, eh bien, il est nécessaire, il est indispensable de remonter aux sources mêmes du projet libéral. Quel est ce projet? Ce projet a été formalisé essentiellement au XVIIIe siècle, à la faveur des idées des Lumières, les Lumières qui, pour l'essentiel, faisaient tenir ensemble deux corpus idéologiques. Premier corpus, ce qu'on pourra appeler la théorie du droit naturel. La théorie du droit naturel, c'est l'idée selon laquelle l'individu, l'être humain, est porteur d'une raison, d'une faculté rationnelle, à partir de laquelle il est capable de s'autodéterminer dans ses agissements, dans ses croyances, dans ses valeurs. Pour le dire de manière simple, l'homme possède la raison. À partir de là, il doit être libre de choisir ce qui correspond à sa définition du bien, du beau et du vrai. L'homme devient indépendant et c'est par la raison que l'homme peut accéder à la liberté. Ça, c'est le discours du droit naturel, qui est le premier pan de la pensée libérale. À ce premier pan vient s'ajouter les thèses inspirées de l'utilitarisme, l'utilitarisme désignant une doctrine philosophique dont l'initiateur, en quelque sorte, a été Jeremy Bentham, philosophe anglais du XVIIIe, qui considérait que ce qui définit l'homme, eh bien, c'est la recherche primordiale et nécessaire de son intérêt privé. Autrement dit, l'être humain n'est rien d'autre qu'un atome social uniquement préoccupé par la satisfaction de ses intérêts et de ses désirs privés. L'alliance de ces deux théories qui, au départ, se développent et se formalisent de manière indépendante l'une de l'autre, eh bien, c'est ce qui a donné le libéralisme, c'est-à-dire l'idée que l'individu porteur d'une raison doit être reconnu comme libre et que cette liberté s'exercera d'autant mieux que l'individu cherchera à satisfaire son intérêt. Donc, l'individu
libre recherche son intérêt, le marché va constituer la structure d'échange entre ces individus qui va permettre à chacun de rechercher son intérêt privé, de le satisfaire et en le satisfaisant, de participer à la prospérité publique. C'est la théorie d'Adam Smith, la fameuse théorie de la main invisible du marché, une théorie providentialiste qui considère que les intérêts des individus s'harmonisent naturellement dans le cadre du marché et que cette harmonisation naturelle va pouvoir engendrer la prospérité, le bonheur des nations. Donc c'est à un double niveau que fonctionne la connivence entre l'extrême gauche libertaire et la droite libérale, à un niveau que je qualifierais de pratique, qui est la convergence entre le discours libéralisateur de l'extrême gauche et les attentes du capitalisme en matière de désir des individus, premier niveau. Deuxième niveau, niveau théorique, niveau philosophique, à savoir que le libéralisme politique et le libéralisme économique ne représentent rien d'autre que deux versions d'une même logique, la logique de libéralisation des actes individuels. Je dis souvent que le sujet principal, en réalité, de tous mes travaux, c'est la question de la domination. La question de la domination m'intéresse notamment parce que on fonctionne généralement sur cette question de la domination avec des schémas qui me semblent totalement obsolètes. L'idée, c'est de dire que finalement, un système de domination se présenterait ouvertement comme tel et qu'il passerait nécessairement par les voies de l'autorité et de la répression. Je dis qu'au contraire, aujourd'hui, la force du libéralisme, c'est d'imposer son autorité de manière parfaitement souple, de manière parfaitement anodine, c'est-à-dire sans se présenter comme un système de domination. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, en tant que système à la fois philosophique, politique et économique, fonctionne essentiellement sur le désir individuel. Pourquoi est-ce que l'extrême gauche constitue le plus puissant vecteur des codes du capitalisme? C'est parce que ce même capitalisme fonctionne aujourd'hui également sur la notion de désir. Autrement dit, l'extrême gauche, par son discours, véhicule l'idée que l'individu, puisqu'il est libre, puisqu'il est doté d'un droit naturel, posséderait la possibilité de s'extraire, de s'émanciper de toutes les structures symboliques, normatives, qui le détermineraient, qui pourraient éventuellement le définir ou l'influencer. C'est donc une représentation de l'homme comme d'un être qui doit s'émanciper de toutes les structures oppressive, c'est ça qui motorise le discours de l'extrême gauche. Et ce discours d'un individu flottant, d'un individu sans lien, d'un individu délié, atomisé, soumis aux seules lois du caprice individuel et du désir, eh bien c'est ce dont le capitalisme a besoin. Donc effectivement, le capitalisme ne peut pas se présenter comme tel, comme une idéologie de la domination qui demanderait aux individus de bien vouloir s'abandonner à leurs pulsions pour pouvoir nourrir ses intérêts. En revanche, l'extrême gauche va partir de l'idée que l'homme, s'il veut être libre, doit effectivement se soumettre aux seules lois du désir pour le plus grand profit du marché, puisque justement cette idéologie est entendue et interprétée dans les faits comme une idéologie de la subversion, comme une idéologie finalement contestataire qui viserait à aller à l'encontre de l'autorité du système capitaliste. Mais il faut bien comprendre que l'autorité capitaliste, ou plutôt le pouvoir capitaliste, est un pouvoir sans autorité. Un pouvoir qui assujettit, qui asservit les peuples avec leur propre consentement, puisque personne ne va lutter contre le droit de chacun à pouvoir assouvir librement ses désirs. Donc c'est une domination intégrée, une domination intériorisée par les individus, puisqu'évidemment, il est plus facile de céder à ses pulsions que d'essayer de s'en extraire par les forces de la raison. Il est encore très difficile à certaines personnes d'admettre l'idée qu'une domination politique puisse employer des modalités anti-autoritaires. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas sur la répression ou la prohibition des libertés privées, mais au contraire sur leur célébration et sur leur exacerbation. Autrement dit, la domination libérale a réussi ce tour de force d'articuler une autorité et une emprise totale sur les individus avec le sentiment subjectif des individus d'être parfaitement libres. Pour ça, il a fallu opérer une falsification, une dénaturation de la notion de liberté. Et on est ainsi passé d'une définition de la liberté comme capacité à pouvoir se maîtriser par sa raison, capacité à pouvoir se gouverner selon ses propres lois. C'est la définition à la fois rousseauiste et kantienne de la liberté, qui ne sont
pourtant pas considérés actuellement comme des antilibéraux, et pourtant cette définition de la liberté existait au début de la formalisation du libéralisme. Et aujourd'hui, à partir du moment où la liberté individuelle est simplement réduite à la possibilité pour chaque individu de satisfaire son désir privé, eh bien, le capitalisme peut laisser les individus parfaitement libres dès lors que leur seule aspiration va être de pouvoir satisfaire leurs désirs. Et c'est là qu'intervient le marché, et c'est là qu'intervient l'idéologie de la consommation, que j'essaie de démontrer dans mon livre, une idéologie de la consommation qui ne peut fonctionner efficacement et qui peut se pérenniser que si les individus ont intégré l'idée que être libre, c'était pouvoir obéir à son désir. Et dès lors que cette mécanique philosophique a été enclenchée, eh bien, ce qui peut paraître pour un acte de libération individuelle, c'est-à-dire de pouvoir céder à son désir sans aucune entrave, correspond en réalité à une aliénation et à une soumission objective, c'est-à-dire un assujettissement, une soumission aux désirs et aux intérêts du marché. Nous sommes dans une société dans laquelle certains individus pensent encore que l'idéologie dominante est détenue par le pouvoir de la tradition, de la religion, de l'armée et du patriotisme. Nous avons des personnes qui croient encore sérieusement à cette idée. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que si on prend des philosophes d'un certain niveau et d'une certaine qualité intellectuelle, je pense par exemple à Michel Onfray qui est tout sauf un idiot et tout sauf un inculte. Un philosophe de cette trempe peut encore arriver à dire sans sourciller que nous sommes dans une société qui est dominée idéologiquement par l'héritage du christianisme et par 2000 ans de christianisme en France. Il faut être pour le moins aveugle, sourd et aveugle, et mettre les mains sur les œillères en quelque sorte, pour croire sérieusement qu'aujourd'hui la domination capitaliste fonctionne sur une logique religieuse et une logique de prohibition chrétienne. Non, au contraire, le pouvoir libéral ne s'exerce que par cette exacerbation du désir individuel, redéfini pour les besoins de la cause comme la liberté. Et d'ailleurs, je précise qu'à ce niveau-là, je n'ai rien inventé, et Micha d'ailleurs n'a rien inventé non plus, puisqu'on trouve cette idée déjà chez un auteur comme Michel Clouscar, alors qu'on m'a reproché de ne pas citer, donc je le cite, puisqu'effectivement, il fait partie de mon corpus philosophique, et le capitalisme de la séduction de Michel Clouscar a été écrit dès 1972, c'est-à-dire au tout début de cette révolution culturelle libérale libertaire, à partir de laquelle mai 68 notamment allait pouvoir faire passer la transgression de toutes les normes culturelles et sociales établies comme la manifestation ultime de la libération de l'individu. Donc, on casse tous les cadres symboliques, sociaux, collectifs, religieux ou autres qui entravent la libre expression par chacun de son désir. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler objectivement l'aliénation. L'aliénation, donc je le précise pour nos auditeurs, étymologiquement, aliéner, c'est devenir autre. C'est-à-dire sortir de soi et finalement ne plus s'appartenir, ne plus se posséder. Et l'aliénation aujourd'hui, c'est la modalité principale de la domination puisque les individus perdent toute conscience de leurs aptitudes réelles et admettent eux-mêmes leur réduction à des êtres désirants. À la faveur également, on l'a dit, je le dis dans mon livre, de certains auteurs dès le XVIIe siècle qui n'hésitent pas à définir l'homme comme un être animé essentiellement du désir. On trouve cette idée notamment chez Spinoza, un auteur fort intéressant par ailleurs, absolument fascinant, mais qui définissait le principe vital de l'homme comme un principe de désir. Et c'est une idée qui va filer jusqu'à Deleuze, jusqu'à Foucault, c'est-à-dire ces intellectuels de gauche des années 70, pour qui la révolution culturelle et la révolution individuelle devaient nécessairement passer par l'assouvissement pulsionnel de son désir et la contestation de toutes les formes d'autorité concevables. Alors Zygmunt Bauman, c'est un auteur que j'ai découvert plutôt sur le tard, c'est-à-dire une fois que mes analyses étaient déjà pour l'essentiel formalisées. Et Zygmunt Bauman a cet avantage qu'il a forgé donc une notion qui n'est pas un concept philosophique, qui est la notion de société liquide. Et cette notion de société liquide permet de comprendre les grandes lignes de ce qui aujourd'hui influence la plupart des trajectoires qu'empruntent nos sociétés. L'idée de société liquide,
c'est de mettre l'accent sur le fait que nos sociétés qui étaient autrefois structurées autour de cadres fixes, de normes acceptées et ancrées, aujourd'hui, tout ça tend à se fluidifier, tout ça tend à s'évaporer et tout ça tend à disparaître au profit de la seule liberté individuelle, donc des sujets comme on l'évoquait déjà tout à l'heure. La société liquide, c'est une société dans laquelle les gens, les individus, cessent d'être reliés, c'est-à-dire d'être chacun vis-à-vis de l'autre dans un rapport de lien durable et stable pour devenir une société de la connexion. Les gens ne sont plus reliés, mais ils sont connectés. Mais cette connexion, elle présente une particularité, c'est-à-dire qu'elle permet aux individus de ne pas s'engager dans des relations durables et dans des relations stables. La société liquide, c'est la société qui permet de nouer des contrats, comme l'on dit depuis le XVIIIe siècle, autour de toutes les théories politiques d'organisation de la société autour du contrat. Eh bien, le contrat libéral, c'est le contrat qui permet à chacun des individus de rester entièrement libre, sans engagement, pour ainsi dire. Un contrat sans engagement dont on peut se délier à la moindre modification de notre désir individuel. Et c'est une société qui est entretenue, notamment, je le précise, par un certain nombre de modalités technologiques. Je pense par exemple au développement des réseaux sociaux sur Internet, où les gens n'ont jamais entretenu des relations aussi flottantes et aussi liquides, c'est-à-dire aussi éphémères que par Internet. Mais pourtant, c'est ça qui maintenant définit plus ou moins l'ensemble, disons l'essence véritable des relations sociales entre les individus. Je trouve ça important parce que ça permet de mieux comprendre certains phénomènes qui sont à l'œuvre dans notre vie quotidienne, notamment l'idée que, par exemple, à la moindre contrariété, à la moindre objection, eh bien, on va préférer remplacer que réparer, on va préférer changer plutôt qu'essayer de finalement faire avec. Et c'est tout à fait symptomatique de cette société du désir, c'est-à-dire dans laquelle les individus cèdent à leurs caprices individuels au moindre signe d'opposition. Je pense que c'est peut-être la première fois dans l'histoire, disons, de l'Occident, que l'individu est placé avant le lien à l'autre, c'est-à-dire ce qui est au fondement de toute société. Pourquoi les hommes se sont-ils regroupés en société? Parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient plus forts unis que seul. Et donc l'intersubjectivité, c'est ce qui est au fondement de toute société. D'ailleurs, la preuve, c'est que chaque individu est d'abord le produit de quelque chose qui le précède. La première vision de l'homme lorsqu'il naît, c'est celle de sa mère et celle de son père, c'est-à-dire celle d'autres que lui qui lui ont donné la vie, c'est-à-dire à partir desquels il existe. Donc c'est cette antécédence de la société au sens très large, c'est-à-dire de ce qui préexiste à l'individu, c'est ça qui doit a priori le forger, le déterminer dans la construction de son identité propre. L'idée que l'individu est d'abord le fruit de quelque chose qui le précède et qu'à ce titre, il est également porteur d'un héritage qui le dépasse et qui le détermine. Cette idée qui a été développée avec le libéralisme a consisté à récuser entièrement toute antériorité à l'individu, l'idée que l'individu doit être le créateur de soi, le constructeur de sa propre conscience. On trouve ça notamment chez Sartre avec l'existentialisme. L'existentialisme sartrien, c'est de dire que l'individu existe d'abord et qu'il se fait, qu'il se construit, qu'il devient ce qu'il doit être par la suite. C'est donc l'idée que l'individu peut se déterminer lui seul à agir et à penser en fonction de ses propres schémas de représentation. Or ça, c'est quelque chose qui contredit tout simplement le bon sens anthropologique, à savoir que nous sommes d'abord le produit d'une culture, d'une histoire et d'une filiation dont on ne peut pas se débarrasser, y compris au nom de la liberté individuelle. C'est symptomatique. Nous sommes dans une société où jamais autant de savoirs n'ont été réunis, c'est-à-dire mis à la disposition des individus, notamment par exemple avec la démocratisation d'Internet, où tous les savoirs sont accessibles, mais finalement où l'on n'a peut-être jamais été aussi ignorant. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ce qui fournit la possibilité de la connaissance, donc le format qui est aujourd'hui le format médiatique d'Internet, est en même temps celui qui favorise le plus chez l'individu les tendances pulsionnelles, les tendances compulsives, les tendances instantanéistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir n'importe quelle information à portée de clic, mais ce mode de fonctionnement induit les individus à ne plus pouvoir se concentrer
sur les connaissances qu'ils vont chercher. Donc on est dans une société du zapping, dans tous les sens du terme, où on dispose de tout, mais on ne se sert de rien, en quelque sorte. Et ça, je pense que ça correspond objectivement à une phase de régression. Une phase de régression qu'on peut d'ailleurs définir un peu plus en disant qu'aujourd'hui, le mouvement est devenu un idéal en soi, une finalité en soi, et il ne s'agit plus d'être, il s'agit d'avoir toujours plus, et dans cette toujours plus vite, plus fort, plus haut. Absolument, et donc là on en vient à la question de l'illimitation ou de l'illimitisme qui est au cœur de l'anthropologie libérale, puisque la notion de croissance qu'on trouve formalisée déjà dès le XVIIIe siècle repose sur l'idée que dans un monde aux ressources finies, eh bien nous pouvons atteindre une croissance infinie ou pour le moins indéfinie. Mais ça c'est quelque chose qui heurte le bon sens ordinaire, à savoir que l'homme est un être fini, c'est-à-dire défini, délimité par des contours, de la même façon que notre planète est délimitée par des contours dont nous devons prendre acte, parce que c'est la réalité des choses que nos ressources soient limitées, eh bien nous sommes dans une idéologie qui va complètement à l'encontre de ce bon sens commun qui considère que nous pouvons avoir toujours plus, indépendamment des limites matérielles qui conditionnent notre rapport au monde. Je voudrais revenir à Zygmunt Bauman, c'était l'objet de la première question, et notamment pour évoquer les conséquences de ce mode de vie liquide. Et tu parles notamment d'une des conséquences qui me semble être très intéressante à analyser, c'est la mixophobie. Je voudrais que tu reviennes sur cette question-là. Alors, la mixophobie, ça veut dire étymologiquement la peur du mélange. Bon, alors, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fait un mot d'ordre, en quelque sorte, qui fait du mélange un mot d'ordre. On entend par exemple cette idéologie qui, là encore, ne dit pas son nom, qui est cette idéologie du métissage. Mais non seulement du métissage ethnique, disons, pour aller vite, mais également du métissage culturel, du métissage artistique, du métissage social. C'est l'idée de mixité qui règne. L'ennui, c'est qu'on se rend bien compte que la plupart des individus recherchent dans une société en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, des repères de fixité, des repères de stabilité. Ce qui veut dire que le libéralisme, qui a à cœur de promouvoir ce qu'il appelle la diversité, le pluralisme et l'individualité, eh bien va produire des réactions qui seront des réactions d'angoisse, de repli identitaire ou en tout cas ou de crispation identitaire qui va finalement produire le contraire de ce que promeut la société libérale, c'est-à-dire la résurgence des communautés. Mais il faut bien entendre ce que veut dire le mot communauté, c'est-à-dire un ensemble organisé autour d'un principe commun. C'est ça qui fonde une communauté. Alors évidemment, aujourd'hui, la résurgence des communautés peut parfaitement d'ailleurs s'accommoder de certains principes du libéralisme, puisqu'il y a beaucoup de communautés émergentes qui ne fonctionnent que sur le signe extérieur d'appartenance communautaire. Les tribus de Mafezoli, absolument, qui ne fait finalement que acter, valider, accompagner ce qu'on pourrait appeler l'atomisation et la segmentation de la population ou du peuple par le libéralisme, qui est l'effet principal recherché. Je dis souvent que on peut véritablement comprendre l'essence du libéralisme que lorsque l'on a admis que la finalité première de ce libéralisme, c'est l'atomisation des individus. Et cette atomisation, elle est à l'œuvre partout, elle est à l'œuvre dans le peuple, elle est à l'œuvre dans les couples, elle est à l'œuvre dans les réseaux professionnels, les réseaux sociaux au sens le plus matériel et enraciné du terme. Et cette atomisation est véritablement ce qui met à mal la société, le modèle social et anthropologique qui repose avant tout sur les idées de lien, sur les idées de don, sur les idées de transmission. Je ferai ici une petite aparté en parlant de l'anthropologie du don chez Marcel Mauss, que cite souvent Michéa, puisque à la base de cette conception, il y a l'idée que l'individu ne peut exister que dans son rapport à l'autre, et que dès lors qu'il est coupé de ce rapport à l'autre, eh bien il cesse d'être un individu.
Tu parlais tout à l'heure du processus d'hominisation, on peut également parler du processus d'individuation qui n'est pas du tout assimilable à la logique individualiste du libéralisme. Le processus d'individuation, c'est ce qui nous permet de nous constituer comme individus à partir d'un ensemble par rapport auquel on va se positionner. Je dis souvent que si l'on veut transgresser une norme, il faut que cette norme soit préalablement établie. Et on ne peut se construire que par référence à cette norme, y compris pour la transgresser. Donc l'idée selon laquelle l'abolition et la défragmentation de toutes les normes serait l'essence même de la liberté, eh bien je dis que c'est justement précisément ce qui empêche tout individu d'accéder à la véritable liberté. Et je pense d'ailleurs que cette résurgence de la thématique communautaire est justement... peut justement être interprété comme une réaction à l'atomisation libérale, c'est-à-dire que dans une ère d'atomisation et d'individualisation absolue, les individus sont en demande de repères à partir desquels ils peuvent s'identifier à un tout et avoir un sentiment d'appartenance qui peut aussi donner un sens à leur existence, puisque ce qui fait l'individu humain, ce n'est pas simplement sa dimension matérielle. On parlait tout à l'heure de Sade. Sade est un matérialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il n'y a rien d'autre dans l'individu que sa dimension corporelle et sensible. On a la preuve, je pense, par l'histoire, que l'être humain est quelque chose qui se définit par un au-delà de la dimension matérielle, par ce qu'on appelle la dimension symbolique. Et cette dimension symbolique, elle n'est pas réductible à des intérêts matériels ou à des problématiques d'ordre sensible et matériel. La notion de gratuité, la notion de quelque chose qui ne s'achète pas. Et ça aussi, bon, lorsque vous discutez avec des jeunes générations, avec des étudiants ou des élèves, leur faire comprendre que dans les sociétés anciennes, il y avait des choses mais qui n'avaient pas de prix. On n'avait même pas l'idée de la monnayer, de la quantifier. Bon, ce sont des notions qu'ils ont le plus grand mal à admettre, d'une certaine manière. C'est confondant. Pour finir sur la question de l'immatérialité, de la dimension immatérielle de l'individu, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les individus ne se sont peut-être jamais sentis éprouvés sur le plan subjectif comme libres, ils ne se sont peut-être jamais sentis comme aussi libres qu'aujourd'hui, et pourtant c'est aujourd'hui que l'on a affaire aux cas les plus nombreux de détresse, d'angoisse, d'isolement, de malheur, de dépression par exemple. L'augmentation croissante de la dépression au cours des dernières années, alors que nous sommes dans une société qui justement a à cœur d'étendre au maximum les libertés individuelles. Comment se fait-il que dans une société où les individus sont supposés être de plus en plus libres, ces mêmes individus soient dans le même temps de plus en plus malheureux? Est-ce que ça ne veut pas dire profondément que ce qu'on leur a présenté comme une liberté, finalement, est éprouvé organiquement, pour le coup, comme une aliénation réelle et une aliénation objective? Oui, Pascal, tu parlais du caractère hallucinant de l'impératif de métissage. Et dans La gauche du capital, Charles a un passage où lui, il parle pas du caractère hallucinant, mais il dit tout simplement que il pointe du doigt le caractère totalitaire au sens originel du terme. C'est-à-dire que le projet civilisationnel à vocation universelle d'une société intégralement métissée, elle est... d'ailleurs, tu prends, si je me souviens bien, l'ensemble des déclarations des hommes politiques de tous bords. Oui. Hein, ce travail-là est assez intéressant, je trouve, dans ton livre. Oui, c'est de montrer que c'est un projet qui n'émane pas simplement d'un camp politique ou d'une famille idéologique, mais qui est partagé par tous. Et d'ailleurs, c'est en ce sens-là surtout que j'entends le mot totalitaire, c'est-à-dire c'est un projet total. Et d'ailleurs, je ferai remarquer simplement pour attirer l'attention de nos auditeurs sur ces sophismes ordinaires du libéralisme, à savoir que le libéralisme promeut à la fois l'idée que chaque individu finalement est unique, mais en même temps, il n'hésite pas à rassembler les individus sous la catégorie d'ethnie, puisqu'il n'y a pas de métissage possible, à moins de considérer qu'il y a bien des ethnies différentes. Donc on est en pleine contradiction du libéralisme qui en même temps ne cesse de considérer que finalement cette notion de différence est une différence abstraite, c'est une construction sociale, mais c'est une construction sociale qu'on admet parfaitement dès lors qu'elle peut servir les intérêts homogénéisateurs, j'ai envie de dire, du libéralisme. Et d'ailleurs, je me permettrai de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, par rapport à cette évacuation
l'utilisation de la raison dans le raisonnement politique, je voudrais simplement vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai participé à un séminaire de philosophie des sciences. Nous étions une petite dizaine à assister à ce séminaire et puis nous évoquions des questions liées par exemple aux évolutions des techniques biomédicales, par exemple la reproduction artificielle, les cas de clonage thérapeutique, etc. Et la question que nous devions traiter était de savoir si l'on pouvait considérer comme légitime l'autorisation de la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels à partir de la thématique du droit. Et chacun a donné son avis et à un moment donné, l'une des personnes qui a assisté à ce cours, qui est un homme qui a une formation de physicien, qui est un enseignant en physique d'une quarantaine d'années, a pris la parole. Et là, il a eu cette réponse que j'ai trouvée absolument magique. C'est-à-dire qu'il a dit « Lorsque je réfléchis, je suis contre, sous-entendu, je suis contre la manipulation artificielle de la vie humaine, mais si je suis contre, cela signifie que je suis homophobe. » Puisque la conséquence, c'est que je refuse le droit aux homosexuels de pouvoir bénéficier de la procréation médicalement assistée alors qu'elle est autorisée aux hétérosexuels. Et il était donc dans l'impossibilité totale de répondre à la question, et je me suis tourné vers lui, et je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que toi qui es un physicien, toi qui est censé mettre en place des procédures méthodologiques fondées sur la raison, c'est-à-dire on envisage une hypothèse, on l'éprouve et puis on en dégage une conclusion. Je lui dis, tu te rends compte que tu places la conclusion avant même toute possibilité de raisonnement, de peur que la conclusion de ton raisonnement soit à l'encontre de ce que tu cherches à dire. C'est-à-dire que tu places la réponse avant la question, et ça c'est quelque chose de parfaitement irrationnel, c'est quelque chose qui va à l'encontre même du bon sens. On ne peut pas répondre à une question parce qu'on s'interdit d'envisager une autre réponse possible. Et je pense qu'on est vraiment là dans un cas typique d'impossibilité psychologique, et je dis bien psychologique, d'envisager certaines questions autrement que sur le plan affectif et sur le plan du droit. Et c'est ça qui est au cœur de la pensée libérale, c'est l'idée que tout processus de progrès social doit impérativement être un processus qui vise à l'augmentation des droits, comme si toutes les questions qui se posaient aujourd'hui étaient des questions de droit. Et d'ailleurs, il suffit de regarder autour de soi de temps en temps pour se rendre compte à quel point cette idée du droit est omniprésente, y compris dans les relations les plus quotidiennes. C'est-à-dire que dès lors que l'on va émettre un jugement sur l'action ou le comportement de quelqu'un, la personne va nous rétorquer instantanément « j'ai le droit, je fais ce que je veux ». Et c'est cette idée, c'est un peu ce que je résumais de manière ironique lorsque je parlais de l'émission « C'est mon choix », qui finalement a donné la formule libérale par excellence, celle qui autorise chaque individu à se référer à son propre système de normes sans avoir à s'en justifier et en considérant que cela relève de sa liberté privée et qu'à ce titre, il n'a pas de compte à rendre. Oui, d'ailleurs, juste avant de te donner la parole, parce que ça a été l'argument principal par rapport au mariage homosexuel, c'est-à-dire ça ne retire aucun droit, ça en ajoute. Et donc c'était forcément bien, puisqu'en effet, on gonflait la sphère des droits. Non, je ne veux pas dire grand-chose, je veux simplement que cette rhétorique omniprésente, elle est simplement le facteur le plus éclairant de notre aliénation. Le fait de mettre le droit, cette notion de droit à toutes les sauces, systématiquement, donc on est vraiment, c'est vraiment le reflet profond de cette aliénation profonde que subissent la majorité de nos contemporains. À partir du moment où l'aliénation est vécue comme une liberté, le système a gagné.